Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Le conflit s'enlise au Soudan. Malgré l'annonce d'un accord de principe pour une trêve entrée en vigueur ce 4 mai, des affrontements ont été signalés ce jeudi près du palais présidentiel. Préoccupé par la situation, l'ONU réclame l'arrêt des hostilités. Retour sur la célébration de la Journée mondiale de la liberté de la presse, l'occasion de faire un point sur les avancées et les défis qui demeurent pour le continent. Et puis la consécration pour Joel Embiid, le pivot camerounais des Philadelphia Sixers a été sacré meilleur joueur de la saison de NBA 2022-2023. Les détails à suivre dans ce journal. Mais tout d'abord, le Bénin endeuillé après une attaque survenue dans la nuit du 1er au 2 mai. L'offensive a été perpétrée dans la commune de Kérou, située dans le département de l'Atakora au nord-ouest. Des sources locales rapportent qu'au moins 10 personnes sont décédées. Un assaut confirmé par le porte-parole du gouvernement béninois qui évoque par ailleurs des lacunes dans la stratégie de défense. Une enquête a été ouverte. Dans l'actualité également, Khartoum est en ébullition. Ce sont les mots prononcés par Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU. Ce 3 mai, le diplomate est venu faire un point sur la situation au Soudan, un pays secoué depuis le 15 avril par des violences qui opposent l'armée, dirigée par le général Abdel Fattah al-Burhan, aux forces de soutien rapide du général Mohamed Hamdan Daglo. Des violences qui persistent malgré plusieurs trêves conclues entre les deux parties en conflit. La dernière en date, l'accord de principe annoncé par le Soudan du Sud ce 2 mai. Un cessez-le-feu entré en vigueur ce 4 mai et qui doit s'étendre jusqu'au 11 du même mois. Mais cette nouvelle trêve n'a pour l'heure pas permis de faire taire les armes. Ce jeudi, des combats ont été rapportés près du palais présidentiel. Et parallèlement à ces affrontements qui ont fait plus de 500 morts, la situation humanitaire se détériore. Les Nations Unies affirment que plus de 800 000 personnes pourraient fuir les combats vers les pays voisins. Écoutons le secrétaire général de l'ONU. Khartoum is in turmoil. Khartoum est en ébullition. Le Darfour brûle à nouveau. Et l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés a déjà affirmé que plus de 100 000 personnes ont fui et 800 000 personnes pourraient fuir le pays dans les jours et les semaines à venir. Mais les combats doivent s'arrêter et s'arrêter maintenant. Toutes les parties doivent faire passer les intérêts du peuple soudanais en premier. Et cela signifie la paix, un retour à un régime civil permettant le développement du pays. L'aide doit être autorisée à entrer au Soudan et nous avons besoin d'un accès sécurisé et immédiat pour pouvoir la distribuer aux personnes qui en ont le plus besoin. Les civils et les infrastructures civiles doivent être protégées et les travailleurs humanitaires et leurs biens doivent être respectés. J'appelle la communauté internationale à soutenir le peuple soudanais dans sa quête de paix et de retour à la transition démocratique. J'espère que cela se produira, mais je ne suis pas encore convaincu que cela se produira. Et en effet, nous n'avons pas encore vu de cessez-le-feu durable au Soudan. L'actualité nous emmène également au Sénégal, où l'appel au dialogue lancé par le président Macky Sall n'a pas fait l'unanimité dans les rangs du F24. La coalition, qui regroupe une centaine d'organisations politiques et de la société civile, a déclaré ne pas se sentir concernée par cette initiative annoncée la semaine dernière par le chef de l'État. Une initiative qui a d'ailleurs été rejetée à titre personnel par plusieurs personnalités, telles que Aminata Touré. L'ancienne première ministre estime que ce dialogue est une manœuvre politique pour diviser l'opposition. Rappelons que le mouvement des forces vives du Sénégal F24 a été lancé le mois dernier en vue de l'élection présidentielle de février 2024. Objectif, protester contre une éventuelle candidature du président Macky Sall qui laisse toujours planer le doute sur ses intentions de briguer un 3e mandat. La plateforme annonce d'ailleurs un rassemblement le 12 mai à Dakar, place de la Nation. En Afrique, la population pourrait plus que doubler d'ici 2050, d'où la nécessité pour les villes de repenser leur politique d'aménagement urbain. Face à ce défi, la diaspora est appelée à jouer un rôle majeur dans le développement et la transformation des villes. Un sujet de la rédaction. D'ici à 2050, la population du continent africain pourrait se chiffrer à 2,4 milliards d'habitants. Un nombre qui pourrait passer à 4,2 milliards d'ici 2100 selon un rapport des Nations Unies.
Face à ce défi démographique majeur, les villes africaines doivent adapter leur politique d'aménagement urbain dans la mesure où 70% de la population se concentrera en milieu urbain. Pour répondre à cette problématique, le maire de Douala estime que davantage d'investissements sont nécessaires. Je dirais, pour faire bref, il faut investir. Il faut investir dans tous ces domaines. Il faut investir dans les routes. Il faut investir dans l'assainissement. Dans une ville comme Douala, si vous faites des routes sans faire les caniveaux, sans faire les drains, vous n'avez rien fait. Parce que ces routes-là ne vont pas durer. Donc il faut investir dans les routes, il faut investir dans l'assainissement, il faut investir dans l'éclairage public, donc dans l'électricité. Parce que l'éclairage public est un facteur de sécurité. Et évidemment la question de l'eau potable. L'approvisionnement en eau aujourd'hui est insuffisant. Il risque d'être encore plus insuffisant à l'avenir si on n'investit pas. Donc je crois que vraiment la réponse principale c'est investir, investir, investir. Pour favoriser le développement de ces villes, l'Afrique peut non seulement compter sur ses bailleurs internationaux, mais aussi sur sa diaspora. En 2019, elle contribue à hauteur de 3,5% du produit intérieur brut du continent, selon la Banque mondiale. Si les envois de fonds sont généralement dédiés aux familles, la diaspora est aujourd'hui appelée à investir dans des projets de développement urbain. Cependant, des efforts doivent être faits de la part des autorités en termes de communication. Il y a, c'est certain, un déficit en communication. C'est pour ça que nous avons essayé, pour ce qui nous concerne, de mettre en place une plateforme numérique CUD Diaspora pour informer la diaspora, ne serait-ce que sur les projets, sur les politiques que nous menons, pour que la diaspora soit bien informée, nous publions en ligne les comptes annuels, qu'elle sache comment est-ce que nous tenons nos finances publiques locales, qu'elle sache comment la ville se développe. Je crois que ce sont des éléments qui bâtissent la confiance et qui montrent également les voies et moyens, les directions dans lesquelles on veut aller, et montre également les projets qui sous-tendent ces politiques. Avec une population chiffrée à 160 millions de personnes en 2022, la diaspora africaine est considérée comme la 6e région du continent. Sa contribution est telle qu'en 2021, ces transferts de fonds ont atteint 95,6 milliards de dollars, dépassant ainsi l'aide publique au développement à l'Afrique qui était de 35 milliards de dollars. Dans le reste de l'actualité, la Tunisie et le Fonds monétaire international seraient sur le point de conclure un accord de financement, un soutien financier chiffré à 1,9 milliard de dollars. D'après Djihad Azour, directeur du département Moyen-Orient et Asie centrale du FMI, des discussions ont été menées avec les autorités tunisiennes pour mobiliser, je cite, des garanties de financement supplémentaires. Il ajoute par ailleurs que des éléments doivent encore être finalisés. Rappelons que les deux parties avaient déjà scellé en 2022 un accord préliminaire. Son enjeu, soutenir un programme de réforme économique pour rétablir la stabilité budgétaire de la Tunisie. Façonner un avenir de droit, la liberté d'expression comme moteur de tous les autres droits de l'homme. Tel était le thème de la Journée mondiale de la liberté de la presse, célébrée ce 3 mai. L'occasion de faire un état des lieux de la situation sur le continent. Les précisions de Mildred Diamou. Le 3 mai 2023 marquait la célébration de la 30e Journée internationale de la liberté de la presse. Le thème retenu pour cette édition est façonner un avenir de droit, la liberté d'expression comme moteur de tous les autres droits de l'homme. Une journée de réflexion entre professionnels des médias sur les questions de liberté de la presse et d'éthique professionnelle, mais aussi de rappel au gouvernement africain sur la nécessité de respecter leur engagement en faveur de l'indépendance et de la liberté de la presse. La liberté de la presse constitue certainement le poumon essentiel de la respiration démocratique. De nombreuses violations du droit à l'information sont notées ici et là. Le délit d'opinion frappe de nombreux journalistes dans plusieurs pays. C'est devenu presque la règle. Ces 3 dernières décennies, l'augmentation des médias libres et la montée des nouvelles technologies ont permis de fluidifier la transmission de l'information.
Cependant, la liberté de la presse, la sécurité des journalistes et la liberté d'expression demeurent menacées. Selon Reporters sans frontières, 55 journalistes et 4 collaborateurs des médias ont été tués dans l'exercice de leurs fonctions en 2022 dans le monde. La situation reste préoccupante dans de nombreux pays africains, notamment au Soudan, au Burkina Faso, au Mali, au Rwanda et en Tunisie. Entre meurtres, intimidation de journalistes, suspension de certains médias, les menaces à la liberté d'expression sont légion. Les causes en sont multiples. La faible application du code de la presse, la rigueur du code pénal dans plusieurs pays qui est en contradiction avec parfois la liberté d'opinion, la confusion entre les journalistes professionnels sortis des écoles de formation et les influenceurs dans les réseaux sociaux. Le contexte politique pendant les élections et les enjeux de pouvoir influent également sur la liberté de presse. Ces dernières années, des pays comme les Seychelles, la Zambie, l'Éthiopie, le Sénégal, la Sierra Leone, la Gambie ou encore la Côte d'Ivoire ont connu des progrès en matière de défense de la liberté de la presse et la protection des journalistes. Alors que les Nations Unies s'inquiètent du nombre de journalistes harcelés, intimidés, emprisonnés ou tués à travers le monde, l'organisation met en garde contre la persistance de la censure, la désinformation et les discours de haine et appelle à réaffirmer la liberté d'expression, condition nécessaire pour jouir de tous les autres droits de l'homme. Alors que l'insécurité alimentaire touche des millions de personnes au Sahel et dans la Corne de l'Afrique, le Cameroun n'est pas épargné par ce fléau. D'après le ministre de l'Agriculture, 3 millions de personnes y sont impactées, soit 11% de la population, en cause notamment la guerre en Ukraine qui a eu des répercussions sur la campagne agro-pastorale 2022-2023. Séverin Douqueux. Selon le rapport du Réseau mondial contre la crise alimentaire, le nombre de personnes confrontées à une insécurité alimentaire aiguë a atteint 258 millions dans 58 pays en 2022 et selon les projections 2023, jusqu'à 153 millions de personnes dans le monde et en Afrique, dont le Burkina Faso, le Mali, le Nigeria, la Somalie et le Soudan du Sud, pourraient être confrontés à de sombres perspectives. Au Cameroun, si la situation n'est pas autant critique, elle n'est pas des plus réjouissantes non plus. 3 millions de personnes, soit 11% de la population camerounaise, vivent une situation d'insécurité alimentaire et nutritionnelle. Une donnée rendue publique par le ministre de l'Agriculture et du Développement rural lors de la présentation de l'analyse de la situation d'insécurité alimentaire et nutritionnelle au Cameroun le 3 mai 2023. Quelques données chiffrées qui en résultent viennent d'être présentées, à savoir que 11% de la population est en situation d'insécurité alimentaire aiguë, soit 3 12 103 personnes. 1% de cette population est en phase d'urgence, c'est-à-dire 335 899 personnes, contre 253 853 personnes en mars 2022, et 10% en phase de crise, soit 2 676 204 personnes. Une situation qui s'explique par la survenue de la crise de Covid-19, mais aussi le conflit russo-ukrainien qui a négativement affecté la campagne agro-pastorale 2022-2023 avec une augmentation sans précédent des prix des produits fertilisants et des intrants agricoles, autant qu'une situation climatique défavorable dans certaines régions du pays. Les résultats de la situation conjoncturelle sur la sécurité alimentaire que vous venez de suivre montrent que la campagne agro-pastorale 2022-2023 a été impactée négativement par la flambée des prix des intrants agricoles tels que les engrais et les produits phytosanitaires principalement, dû d'abord à la crise russo-ukrainienne, ensuite aux inondations survenues en août 2022 dans les régions de l'extrême nord, du nord, et enfin à l'arrêt brusque des pluies dans la partie méridionale de notre pays. Pour remédier à cette situation, les autorités s'engagent à renforcer les moyens de production, mettant en place des conditions favorables à une production animale et halieutique, dont la subvention des engrais et autres pesticides pour les petits agriculteurs qui représentent 80% de la production vivrière nationale. C'est sa première consécration individuelle. Le pivot camerounais des Philadelphia Sixers, Joel Embiid, a été sacré ce 2 mai meilleur joueur de la saison de NBA 2022-2023. Il est le deuxième Africain à obtenir une telle distinction. Les détails avec Séverin Douqueux. From the Philadelphia 76ers, hey! Joel Embiid. All right, congratulations.
Le Camerounais Joel Embiid a été désigné MVP équivalent de meilleur joueur de la saison régulière en NBA. À 29 ans, le joueur des Sixers de Philadelphie devient le deuxième Africain de l'histoire à obtenir cette consécration après le Nigérian Hakeem Olajuwon en 1994. Myself, I don't even know where to start. He's been a long time coming. Je ne sais même pas par où commencer. Il m'a fallu du temps pour y arriver. J'ai travaillé dur, j'ai traversé beaucoup de choses. Et je ne parle pas seulement du basketball. Je parle de tout ce que j'ai vécu, mon histoire, d'où je viens. J'en suis là et vous savez ce qu'il m'a fallu pour être là. Ça fait du bien, je manque de mots. C'est incroyable. It feels good. I don't know what to say. It's amazing. Le pivot des Sixers a enchaîné des superbes performances lors des rencontres cette année. Meilleur marqueur du championnat lors des 2 dernières saisons. En 2022-2023, il fait une moyenne de 33 points, dont 54,8% de réussite, 10,2 rebonds, 4,2 passes et 1,7 contre la moyenne, améliorant ses statistiques dans presque chaque secteur par rapport à l'exercice précédent. Il mérite son titre car il a montré qu'il portait son équipe sur ses épaules, mais aussi parce qu'il est devenu super consistant et régulier en étant enfin débarrassé des soucis physiques qui ont pu le handicaper. Il a tourné à 33 points de moyenne et a fait quelques gros cartons face aux meilleures équipes de la Ligue. Ce n'est pas rien. Le basketteur camerounais avait terminé lors des 2 précédents exercices à la seconde place dans la course du titre, Michael Jordan devancé à chaque fois par Nikola Jokic. La 3e fois aura été la bonne pour le pivot des Sixers. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.